Bonjour à tous. Donc, la présentation qu'on va faire avec Sébastien, on va la faire en 2 fois une demi-heure. Moi, je vais m'atteler à vous expliquer et à objectiver quelque part ce qu'est la biodiversité, qu'est-ce qu'on entend par biodiversité et qu'est-ce qui fait que dans une ferme, on va avoir potentiellement plus ou moins de potentiel pour la biodiversité sur base de ce que nous dit la littérature scientifique. Donc ici, je ne fais pas un exposé qui vise à définir quelles sont les aides, etc. Ça, on peut en discuter, mais c'est vraiment d'objectiver, OK, dans les fermes, qu'est-ce que la science nous fournit comme outil pour définir ce qu'on peut faire pour la biodiversité dans les fermes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la biodiversité? Parce que la biodiversité, c'est un terme qui est utilisé parfois bien, parfois pas très bien. La biodiversité telle qu'elle est définie scientifiquement, c'est la diversité du vivant à tous ses niveaux. Le niveau, quelque part, le plus simple à appréhender, c'est le niveau de la diversité des espèces. Au plus, dans un endroit, on a d'animaux, de plantes différentes, au plus cet endroit est diversifié, au plus sa biodiversité est élevée. Ça, c'est un des niveaux de la biodiversité. En dessous de ce niveau, au sein des espèces, on peut avoir de la diversité génétique. Chez certaines espèces, ça se voit facilement. Chez l'espèce humaine, on le voit facilement, on voit qu'on est tous différents. Ce n'est pas toujours parce que ça ne se voit pas qu'il n'y en a pas. La diversité génétique, elle peut être parfois invisible, mais elle est aussi très importante, notamment pour la survie à long terme de ces espèces, puisque c'est cette diversité génétique qui leur offre la résilience, notamment à des changements d'environnement, qu'ils soient climatiques ou d'autres changements globaux. À l'étage au-dessus, on a la diversité des écosystèmes. Les écosystèmes, c'est la manière dont les espèces vivent ensemble et interagissent entre elles. Et pareil, au plus une région a des écosystèmes diversifiés sur son territoire, au plus cette région possède une biodiversité élevée, même si ce sont potentiellement les mêmes espèces qui habitent en partie certains de ces écosystèmes au sein de la région. Les niveaux de biodiversité en Wallonie, on parle de 30 à 35 000 espèces, tous groupes confondus. Donc ça fait déjà, on est une espèce là-dedans. Vous voyez qu'on est bien peu de choses quelque part. Quand on parle d'écosystèmes, biotopes, c'est des éléments qui sont parfois un peu confondus. 474 biotopes différents. La raison pour laquelle on parle beaucoup de biodiversité, c'est qu'une bonne partie de cette diversité est menacée, voire très menacée. On parle, selon les groupes, entre un quart et un tiers des espèces qui est menacée, quel que soit le groupe qu'on considère. Alors, conserver la biodiversité, ce n'est pas uniquement conserver des petites bêtes ou des petites plantes. Conserver la biodiversité, c'est aussi conserver les valeurs que cette biodiversité peut avoir. Alors, je parle de valeur. La valeur, elle n'est pas toujours monétaire. Il y a la valeur économique, évidemment, la plus facile à appréhender. Quand on découvre notre assiette le soir, on peut, si on fait le décompte, compter qu'entre les légumes, la viande, les épices, etc., on va peut-être avoir une série d'espèces qui sont présentes dans notre assiette. Elles ont une valeur commerciale, ces espèces sont les espèces cultivées. C'est la valeur économique de la biodiversité. Il y a d'autres valeurs que cette biodiversité possède. Il y a tout d'abord sa valeur fonctionnelle. La valeur fonctionnelle, c'est les services que rend la biodiversité pour notre vie de tous les jours. Donc, c'est la régulation de l'érosion. Au niveau de l'agriculture, ça peut être la régulation des ravageurs. Ça peut être l'ombrage qui est fourni par les espèces arborées pour le bétail. Donc, il y a toute une série de fonctions qui sont assurées par des espèces qui ne sont pas des espèces cultivées et qui ont une certaine valeur pour l'agriculture ou pour d'autres secteurs économiques. Et puis, il y a les valeurs qui sont encore un peu plus dures à chiffrer, qui sont les valeurs récréatives et les valeurs culturelles. Vous avez tous probablement fait l'expérience que vous promener dans la nature provoque un sentiment agréable, que si vous avez une forêt derrière chez vous, vous avez l'habitude d'aller promener votre chien
ou d'aller vous balader le dimanche, si cette forêt disparaît et que vous n'avez plus votre lieu pour aller vous ressourcer, vous avez perdu quelque chose. Donc c'est bien la preuve qu'il y a là une valeur qui est difficile à chiffrer, mais une valeur tout de même. Et donc, quand on parle de conserver la biodiversité, c'est donc aussi conserver toutes ces valeurs et les services que cette biodiversité peut offrir, qu'on tâche de conserver. Alors, il existe évidemment un lien entre la biodiversité qu'on peut retrouver sur une ferme et les pratiques agricoles qu'on applique sur cette ferme. Et donc, l'objet de l'exposé ici, c'est de vous faire une synthèse, un compte-rendu, une synthèse qu'on a réalisée, qui nous a permis de réaliser un outil d'évaluation à l'échelle de ferme, pour voir, dans une ferme, est-ce que telle ou telle pratique a atteint un niveau qui permet d'avoir un potentiel élevé pour la biodiversité. Et donc, on a listé une série soit de pratiques, soit de structures de fermes pour lesquelles on a été voir pour différents groupes ce que la littérature scientifique nous disait en termes d'impact positif, négatif, plus ou moins fort sur différents compartiments de la biodiversité qui vont des vertébrés aux plantes en passant par les micro-organismes du sol. Et on voit ici la synthèse, le petit tableau, qu'on a identifié une série de pratiques qui peuvent potentiellement avoir un impact positif ou négatif. Et l'idée, c'est de reprendre ces différentes pratiques et de déterminer à l'échelle d'une ferme si on se trouve dans des conditions qui, d'après la littérature scientifique, sont plutôt favorables ou plutôt défavorables, et avec quand même un niveau de prioritisation. Donc, on n'a pas voulu agglomérer toutes ces pratiques, avec un niveau de prioritisation entre des choses qui sont fondamentales et ou relativement faciles à faire à l'échelle de la ferme, et des aspects qui sont soit un peu plus compliqués, soit qui ont un impact potentiellement moins fort, bien que ça puisse être important. Et donc, je vais parcourir ici assez rapidement, dans le temps qui m'a imparti, en quoi la littérature scientifique nous montre les différents impacts. La première chose qui est vraiment, vous voyez, la base de la pyramide, c'est la présence de maillage écologique dans la ferme. Ça, il y a vraiment pléthore d'articles scientifiques qui démontrent de manière assez évidente que la présence de maillage écologique, donc l'ensemble de ces petits éléments non ou peu cultivés qu'on retrouve dans les fermes, que ce soit des éléments arborés, des éléments aquatiques, fleuris, herbacés, etc. L'addition de tous ces petits éléments sont vraiment un des aspects fondamentaux en termes de potentiel de biodiversité des exploitations. Alors j'ai pris une étude ici, qui est une étude réalisée en Suisse, qui a cet avantage de parler vraiment en termes de maillage à l'échelle de la ferme, et on parle en pourcent ici. Il faut savoir que les Suisses, ça fait déjà 25 ans qu'ils imposent aux agriculteurs d'avoir un certain pourcentage de maillage écologique à l'échelle de la ferme. Ça date des années 90. Et donc, ils ont pas mal de recul sur la question, et ils ont réalisé pas mal d'études justement pour voir s'il y avait un impact. Et c'est clair que pour l'ensemble des espèces agricoles, donc les oiseaux et le lièvre qu'on voit ici, sont vraiment des organismes, des vertébrés qui sont inféodés au milieu agricole. Ce n'est pas des oiseaux des bois, ce n'est pas des bestioles qui vivent dans les bois, c'est vraiment des bestioles qui vivent dans les milieux agricoles. Et donc, on voit que pour la plupart d'entre elles, de manière très évidente, la présence de maillage écologique a un rôle favorable sur les niveaux de leur population. Et cette étude a un peu un aspect, c'est qu'on peut comparer avec les niveaux de maillage qui sont calculés, qu'on peut calculer ici à l'échelle de la Wallonie. C'est un exercice qu'on avait fait il y a quelques années, où quelque part, on voit par exemple que quasi tout le nord, donc c'est à l'échelle communale ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fermes là-dedans qui ont des niveaux de maillage très intéressants, mais tout le nord quasi du Sion-Sambre-Meuse est à moins de 3% de maillage écologique. Moins de 3%, c'est chaque fois la classe 0 à 3%. Donc on voit que ici, objectivement, en Wallonie, on est en déficit clairement de maillage écologique si on veut maintenir des niveaux de biodiversité suffisamment élevés. Et donc là, c'est clairement des constats qu'on peut faire. C'est pour ça qu'on a mis ça comme aspect prioritaire à la base de notre pyramide.
c'est parce qu'il y a réellement un effort qui peut être fait de ce point de vue-là, et on sait que ça va fonctionner, puisque ce que l'étude ne montre pas ici, c'est que non seulement ils ont comparé des paysages qui ont plus ou moins de maillage, mais ils ont aussi suivi des endroits où on a augmenté le maillage, et ils ont suivi pendant 25 ans comment ça se passe. Et ça permet de rétablir des populations d'espèces très sensibles, notamment de bruyants-proyers, pour lesquels ils arrivent à relever des niveaux de population qui étaient arrivés très bas à un certain moment. Donc ça fonctionne et ça a vraiment un potentiel d'amélioration. Un autre aspect fondamental qui concerne plutôt les fermes d'élevage, c'est la gestion des prairies et notamment le maintien d'une partie des prairies en prairies extensives. Il faut savoir que potentiellement les prairies, quand leur composition floristique est majoritairement dominée par les contraintes naturelles, l'humidité du sol, le pH du sol, la fertilité du sol, et qu'il n'y a pas de correction de type chaulage, drainage, fertilisation, chaque type de sol va générer des prairies avec des compositions floristiques différentes. Quand on corrige toutes ces caractéristiques de sol, on va se retrouver avec des prairies qui seront d'un type unique, qui sont les prairies liées à des sols bien drainés, fertiles, à bon pH et gérés intensivement, pauvres en biodiversité. Et donc c'est vraiment un phénomène d'homogénéisation des milieux prairiaux qui se passe quand on améliore les prairies. Alors, le juste milieu n'est pas forcément d'avoir que chaque prairie ait un niveau de biodiversité élevé. Le juste milieu est peut-être de se dire, est-ce qu'à l'échelle d'une ferme, on ne pourrait pas avoir 5%, 6%, 10% en fonction des types de fermes, de prairies dans lesquelles on maintient des conditions qui sont des conditions naturelles liées aux contraintes locales des sols. Je pense que l'équilibre il est plutôt à chercher là. Je pense que même dans un élevage relativement intensif, il y a toujours des bêtes qu'on soigne avec du fourrage de moindre qualité aussi. Et donc, voilà, je pense que l'équilibre, il est à chercher là. C'est clair qu'à part des fermes vraiment spécialisées dans la gestion de milieux naturels, ce n'est pas l'idée d'aller faire 100% de prairies extensives. Qu'on soit bien clair, et je suis bien d'accord avec vous. Pour en revenir aux prairies, clairement, la présence de ces prairies extensives est en partie liée à la charge et à l'intensivité de la ferme en général. Hein. Donc c'est clair qu'on a beaucoup plus de chances de retrouver ces prairies et beaucoup plus de possibilités aussi de maintenir ce type de prairies quand on a des charges plus faibles. C'est clair que quand on est dans des exploitations avec 3 UGB par hectare, on a très peu de possibilités de maintenir des prairies extensives. Donc là aussi, il y a des aides qui sont censées compenser ce manque à gagner qu'on peut avoir quand on a moins d'UGB par hectare. J'en parlerai rapidement par la suite. Un autre aspect qui est vraiment fondamental, c'est l'aspect de la taille et de la forme des parcelles. Hein? Donc c'est quelque chose qui a pu être très largement étudié. On a profité quelque part d'un rémanent historique qui est le rideau de fer. Donc à l'époque communiste, dans les pays communistes, c'était des grosses fermes d'État où on a fait vraiment des énormes parcelles. Et puis dans les pays de l'Ouest et singulièrement en Autriche, on est resté à de l'agriculture très familiale avec des petites parcelles et en plus ça n'a pas été remembré. Et donc on s'est retrouvé tout le long du rideau de fer comme ça avec une situation idéale où tout était égal sauf la forme des parcelles. Et donc ça a pu être très largement étudié pour montrer que clairement, donc ici ce qu'il faut regarder c'est dans ce sens-là, ici c'est juste des progressions en fonction de l'échantillonnage, c'est est, ouest, est, ouest, donc grande parcelle, petite parcelle, grande parcelle, petite parcelle, et là en conventionnel et en bio. Et donc on voit clairement que les petites parcelles, la réduction de la taille des parcelles a un effet positif sur la biodiversité qui va au-delà de la limitation de pesticides par les bio. Les deux sont complémentaires. Donc il y a vraiment un cumul des deux, et là aussi il y a énormément de littérature scientifique. Ici, c'est vraiment une méta-analyse sur des milliers et des milliers de parcelles qui montre que plus la taille des parcelles est élevée et
plus la richesse diminue. Alors là, de nouveau, l'idée n'est pas de dire on va aller cultiver des parcelles de demi-hectare parce que c'est celles-là qui ont le maximum de biodiversité, mais clairement, on arriverait déjà à 4-5 hectares à l'échelle d'une ferme, ce serait déjà un bel effort. D'autant que là, en termes de services écosystémiques rendus, il y a un autre aspect qui est très important, c'est que c'est sur ces petites parcelles qu'on va avoir potentiellement le plus de contrôle biologique des ravageurs. Ici, cette courbe-là, elle indique le niveau de contrôle biologique des ravageurs, donc la présence d'auxiliaires, en fonction de l'éloignement du bord de la parcelle. Et on voit clairement que les auxiliaires sont des insectes qui, très souvent, ont des capacités de vol relativement limitées. Et donc, quand les parcelles sont trop grandes, elles n'arrivent pas jusqu'au milieu de la parcelle. Alors ça, c'est lié en partie à la taille des parcelles, c'est aussi lié à leur forme. Donc l'effet de bord des parcelles est vraiment un aspect fondamental pour maximiser la présence d'auxiliaires dans les cultures. C'est pour ça aussi que dans certains systèmes agroécologiques, on fait remettre du maillage au sein de la parcelle. C'est pour maximiser ces effets de bord, pour que justement on amène les auxiliaires au milieu de la parcelle. C'est une des manières de gérer entre guillemets, le problème de la taille des parcelles sans devoir recouper le parcellaire dans tous les sens. C'est de remettre du maillage au sein de la parcelle. Là, la différence entre la ligne rouge et la ligne noire, c'est la ligne rouge, c'est qu'au bord, on ajoute une bande fleurie. À la ligne noire, c'est la même chose avec juste un bord de champ herbeux d'1 mètre. Et donc là, c'est clair que l'addition de je mets des fleurs sur le bord de ma parcelle et je limite la profondeur de champ quelque part, c'est la manière de maximiser la présence d'auxiliaires dans les cultures. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est particulièrement intéressant pour, en bio quand on n'a pas les insecticides comme moyen de contrôle de ces ravageurs. Alors justement, quand on en vient à la question des pesticides, là aussi, il y a une toute nouvelle étude qui est parue cette année qui a fait la synthèse de 1200 études d'impact des pesticides. Donc c'est vraiment un travail de 70 pages qui a repris tous les résultats d'études d'impact des pesticides sur les vertébrés. Alors ça peut être des études en laboratoire, ça peut être des études en champ, ça peut être des études sur juste une molécule parfois. Donc c'est vraiment très très diversifié. Et ça montre, quand on regarde à travers tout comme ça, on a 60% des études qui concluent à des effets négatifs des pesticides sur les vertébrés. Donc les vertébrés qui ne sont que dans de très rares cas les organismes cibles de ces pesticides, à part dans le cas des rodenticides, donc pour les rats. Tout le reste, les mollusques, les insectes, les herbicides, les fongicides, tout ça, théoriquement, ça ne devrait pas avoir d'impact sur les vertébrés. Et on voit que même sur ces... Donc les rodenticides, assez logiquement, ça a un impact sur les vertébrés, mais c'est un peu recherché. Mais même pour le reste, il y a des impacts dans la très grande majorité des cas. Donc l'usage de pesticides, c'est clair, c'est documenté, c'est vraiment pas quelque chose de positif pour la biodiversité. Cela dit, l'usage de pesticides, c'est très très dur à objectiver dans une ferme. Est-ce qu'on a un usage de pesticides plus ou moins élevé? Le problème des pesticides, c'est que quasi toutes les statistiques, notamment ici, c'est les statistiques produites par Cordair, ils n'ont que ça, c'est des kilos par hectare. Or, des kilos par hectare, ça veut juste rien dire. Voilà. C'est quelque chose qui est très dur à objectiver. Et donc, la manière qu'on a trouvé, nous, de l'objectiver sans devoir non plus aller éplucher tous les carnets de champs. Donc, je vous rappelle qu'ici, je me place dans le cadre d'une évaluation à l'échelle de la ferme. On ne doit pas tenir l'agriculteur pendant 3 jours pour faire son évaluation. On essaye de faire ça en 1 heure. Éplucher le carnet de champs et puis aller étudier toutes les molécules utilisées, c'est quasi pas possible. L'approche qui est prise, c'est l'approche culture. Parce qu'en fait, l'usage de pesticides, donc dans d'autres pays où il y a des suivis de l'usage des pesticides un peu plus élevés, clairement, l'usage des pesticides est lié en grande partie et même en majeure partie à la culture, aux cultures qui sont faites sur la ferme. On parlait tout à l'heure des cultures à plus bas intrants
comme l'orge brassicole, ben oui, on utilisera moins de pesticides si on fait de l'orge brassicole que si on fait des pommes de terre. Et si on regarde à l'échelle de la France où on utilise des pesticides, ben c'est là où on fait de la pomme de terre, du vin, des arbres fruitiers et encore du vin. Donc c'est clairement là où il y a des cultures fort demandeuses qu'on va utiliser beaucoup de pesticides. Et donc la manière de réduire, ben, c'est clairement de réfléchir à sa rotation et de voir si on peut garder sa rentabilité en allant vers des cultures moins demandeuses. C'est une des manières en tout cas d'appréhender les choses. Alors un autre aspect qui est évidemment toute la question du travail du sol, qui a un effet qui est quand même spécifiquement ici sur les organismes du sol. Donc quand on fait la gestion, c'est vraiment là-dessus qu'on a un impact et c'est assumé, c'est normal. Il peut y avoir des retombées positives sur d'autres. Et ça a été démontré, notamment c'est quelque chose qui peut être positif sur les oiseaux parce qu'en fait c'est des effets un peu induits, hein, mais c'est plus de matière organique, c'est potentiellement plus d'insectes du sol et donc plus de nourriture pour les oiseaux. C'est aussi des fermes où il y a plus de couverts et plus d'abris pour ces oiseaux. Donc, c'est des effets induits. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. Donc, travail du sol qui va du labour systématique à vraiment de l'agriculture de conservation avec technique de semis sous couvert où le sol est couvert en permanence. Donc, il y a toute une gradation, évidemment, quand on parle de TCS. Et donc là, c'est aussi une belle étude synthétique qui montre chaque fois comparaison de fermes en technique culturelle simplifiée, donc avec une volonté forte de réduire le travail du sol, et comparaison des fermes bio versus conventionnelles. Et donc ici, le zéro, tout ce qui est à droite du zéro, c'est des effets positifs. Tous les points verts, c'est l'agriculture de conservation. Tous les points jaunes, c'est l'agriculture bio. Et donc, on voit que pour l'ensemble, quasi la totalité des organismes du sol, donc c'est tous les groupes d'organismes du sol, tant l'agriculture de conservation que l'agriculture bio ont des effets positifs sur la vie du sol. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très largement objectivées. Et donc, quand on entend le débat, oui, mais agriculture, conservation, le bio, c'est pas bien parce qu'on laboure. Oui, mais l'agriculture de conservation, c'est pas bien parce qu'on continue à utiliser des pesticides. Ben, en fait, en termes de vie du sol, les deux se valent et sont mieux que labourer plus mettre des pesticides. Et c'est clair que si on arrivait à faire les deux, et c'est très compliqué, il est probable que les effets seraient encore plus grands. Et donc, ces deux aspects, la diminution des pesticides et la diminution du travail du sol sont deux aspects complémentaires pour améliorer la vie dans le sol et la biodiversité du sol. Alors vous voyez qu'ici on monte un petit peu dans les aspects, on en vient un peu aux petits gestes aussi qu'on peut faire qui n'ont pas forcément un impact très général, mais n'empêche que ça vaut la peine de les faire. C'est notamment au moment des fauches. Hein, toutes les précautions qu'on peut prendre au moment de la fauche. Il y a notamment des belles études qui ont été faites en Suisse qui montrent la diminution des populations de sauterelles au moment où on fauche, avec toutes les étapes. Hein, la fauche, le fanage, l'ordonnage, la mise en botte. Et notamment ici, ce qu'ils ont montré, c'est la présence d'un conditionneur sur la barre de fauche. Hein, conditionneur, c'est donc deux rouleaux là, qui presse l'herbe pour la faire sécher plus vite. Ben, en pressant l'herbe, elle presse aussi tous les insectes qui sont dans... Donc un petit geste qu'on peut faire, ben, c'est enlever ce conditionneur, qui nous fait gagner, de ce que j'ai compris, pas tant que séchage que ça bourre, donc ça n'a pas que des avantages. Et donc parfois, ben, juste enlever le conditionneur peut permettre à la fin de sauver pas mal d'insectes du sol. Puis il y a aussi les itinéraires qu'on utilise quand on essaie d'avoir des itinéraires qui permettent la fuite des animaux et de ne pas les rassembler au centre de la parcelle. Mettre des barres d'effarouchement. Il y a des services comme Sauve Bambi qui permettent de repérer la présence de faons dans la prairie. De toute façon, c'est jamais très gai et c'est très embêtant de se retrouver avec une carcasse dans ses bottes de foin. Donc, je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis, tous les petits aménagements, quand on a des milieux qui s'y prêtent,
pour faire des sites de reproduction pour différents organismes, notamment mettre des nichoirs, laisser des tas de bois, des pierriers, qui sont là plutôt des aspects, des petites choses ponctuelles qu'on peut faire, mais qui peuvent déjà améliorer la situation. Alors pour tout ça, il faut savoir qu'il existe un certain nombre d'aides et surtout des organismes qui sont là pour aider les agriculteurs, pour vous aider à les mettre en œuvre. Pour tout ce qui est aide de la PAC, il faut clairement pas hésiter à aller voir les services extérieurs de la région wallonne. Ils sont vraiment là pour conseiller. Venir nous voir chez Natagriwal pour les MAE. Allez voir sur le portail Yes We Plant pour les aides à la plantation. Donc, il y a des aides qui existent pour faire du maillage écologique, pour faire de la gestion extensive de prairies, pour faire de la couverture de sol. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent un peu pour tous les aspects que je vous ai mentionnés ici. Il ne faut pas avoir peur de se renseigner. En agriculture bio, il y a Bio Wallonie qui peut faire aussi l'intervention pour vous aider à vos éventuelles conversions bio et plein d'autres organismes. Donc ça, il faut vraiment pas avoir peur. On se connaît tous aussi. Donc si vous sonnez à gauche et qu'il fallait sonner à droite, il ne faut pas vous inquiéter, on vous renverra à droite. Donc même si vous êtes un peu... Et alors une dernière chose, un peu pour faire l'introduction à ce que Sébastien va vous dire après, c'est que je vous ai présenté beaucoup de choses rapidement. Il ne faut pas penser qu'on va faire de tout partout. Hein. Tout n'est pas adapté forcément à toutes les fermes. Donc ce qui est important, c'est d'identifier ce qui s'intègre le mieux dans l'exploitation. J'entendais un de vous tout à l'heure qui disait, bah oui, pour l'orge brassicole, il y a l'éco-régime réduction d'intrants, il y a l'éco-régime culture favorable à l'environnement et l'aide couverture hivernale du sol qui peuvent intervenir. Donc c'est vraiment ça la démarche qu'il faut faire. C'est, moi j'ai un projet, quels sont les aspects sur lesquels je peux travailler et quelles sont les aides qui sont le plus adaptées. Donc c'est vraiment trouver un projet. Et donc Sébastien va vous présenter 2-3 projets ici un peu aspirants en la matière. Il en existe d'autres, notamment sur le site de Terrae, vous avez des témoignages d'agriculteurs qui ont opéré cette transition agroécologique et qui expliquent leur expérience. Et donc, c'est vraiment ces exemples aspirants que vous pouvez aller voir et pour aller voir qu'est-ce qui est adapté finalement à votre projet. Voilà, je passe la parole à Sébastien pour des aspects un peu plus pratiques. Et je propose qu'on fasse toutes les questions auront en réponse par la suite. Donc, je vais brièvement me présenter parce que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde, je n'étais pas là le matin. Donc, je m'appelle Sébastien Pirotte, moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans la conservation de la nature, je suis technicien agronome et j'ai grandi dans le milieu agricole, mais toujours passionné par la faune et la flore. Donc un peu en train de jouer le grand écart entre deux mondes qui ont passé le temps à se taper dessus. Mais voilà, du coup j'en ai fait mon métier ici avec des plantations agroforestières et des suivis biologiques dans les fermes. Alors, moi je vais principalement vous parler du pré-verger et de la biodiversité et de ce que l'arboriculture fruitière peut tirer de la biodiversité. Donc ici, dans ce que je vais vous parler de pré-verger, c'est bien d'un milieu agricole de production. Alors évidemment, on peut avoir un pré-verger pour diversifier son exploitation, pour enjoliver la ferme, les abords de route, ou simplement pour avoir quelques fruits pour la famille. Ici, je parle bien d'un outil de production. D'accord. Juste en termes de biodiversité, on entend souvent parler, écologistes en tête, que le verger est le summum en prairie de biodiversité, etc. C'est vrai et c'est faux. Il n'y a pas d'espèces liées au milieu verger, tout simplement parce que le milieu verger, comme la plupart, enfin comme tous les milieux agricoles, n'existe pas par nature. C'est un milieu qui a été créé, qui est tout à fait artificiel. Alors si on prend une prairie tout à fait banale et qu'on y implante un verger, si ça s'intègre bien dans la ferme, alors c'est sûr, on aura plus de biodiversité, parce qu'on amène une stratification verticale avec de l'élément ligneux, vivant, mort, des feuilles, des fleurs, des fruits, et chacun de ces éléments botaniques va apporter tout un cortège d'insectes original et qui va se succéder au fil de la saison. Mais si vous m'avez suivi, vous pouvez, si votre objectif est faire de la biodiversité sur une prairie, ne pas planter de fruitiers. Planter un chêne, 2-3 érables, si le sol le permet, si vous avez une tache humide que vous voulez valoriser, de l'aulne et du saule, là vous avez une biodiversité à moindre coût, sans entretien, parce que les arbres fruitiers sont des arbres domestiques, qui dit domestication dit entretien, qui dit entretien dit coût.
Hein, donc, dans votre plan budgétaire, il y a une ligne économique là-dessus. Donc voilà, la notion de je veux faire de la biodiversité, donc je plante des fruitiers, je me tire peut-être une balle dans le pied, mais c'est quelque chose que je détricote plutôt pour arriver à mettre en place des outils de production performants, autant que faire se peut, dans des systèmes agricoles qui sont tout aussi performants. Ça peut être en élevage allaitant ou en laitier, selon les spéculations que vous voulez avoir. Donc en gros, le verger, ça permet vraiment une diversification des structures et donc d'augmenter les habitats, micro-habitats. Alors en termes de biodiversité globale, moi c'est ça qui m'intéresse. Nous, on va surtout ici s'attacher à parler de la biodiversité fonctionnelle, notamment au travers de la gestion des ravageurs. Alors la notion de biodiversité, elle sera surtout fonction de l'environnement d'une parcelle. Ici, je vous montre sur la vue aérienne deux vergers haute tige. Le premier, c'est à Othé. Othé, c'est à côté de Ognoul, donc c'est l'ASB, grande culture, c'est patates, céréales, c'est vraiment la grande culture classique, avec le verger qui est vraiment, au sens écologique du terme, une île, c'est une île. Et là, vous avez un verger, les surfaces sont plus ou moins équivalentes, il est un tout petit peu plus jeune, donc bon, je triche un peu, qui est dans un milieu 100% herbagé, il n'y a même pas de maïs là-bas, avec encore pas mal d'éléments de connectivité écologique. Donc il y a des haies, des cordons rivulaires qui connectent le verger au bois, au village, etc. Dans ce verger-là, on cherche les fruits sans verre. C'est-à-dire que le verger, quand vous êtes dedans, c'est vraiment extraordinaire. Au niveau biodiversité, il y a des oiseaux partout. Mais il y a vraiment un problème au niveau des équilibres écologiques. Si on prend les productions de prunes dans ce verger, il est impossible de sortir une prune de ce verger sans verre. C'est pas possible. Ils n'en ont pas. Dans ce verger-là, à l'inverse, les bonnes années, on cherche le verre. Le verre, c'est le carpocaps, hein, c'est un papillon nu qui pond dans les fruits, c'est le verre de la pomme, mais il est aussi dans la prune. Alors, l'hypothèse qu'on peut faire, après on ne l'a pas étudié pour ces deux cas-là, mais c'est que l'environnement là-bas est plus propice au maintien d'espèces animales ici qui vont boulotter finalement d'autres papillons de nuit et réguler plus ou moins les populations et donc diminuer l'intensité des attaques. Donc vous voyez ici deux vergers qui sont tout à fait exceptionnels quand on est dedans, qui sont de surface équivalente, mais les fonctionnalités écologiques qui se jouent dedans n'ont pas les mêmes portées. Tout simplement parce que il y a également, quand on parle de biodiversité, quelque chose qui est important et qui ne dépend pas nécessairement de vous, c'est ce qui se passe autour de votre parcelle. Après, si vous êtes propriétaire autour, lâchez-vous, mais après, bon, à un moment, on est limité par ce qu'on peut faire. Donc, moi ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de parler de la protection des cultures, donc au niveau arboriculture, contre les ravageurs. Je voulais également aborder la pollinisation, mais je vais la mettre de côté, parce qu'en une demi-heure, ça va être vraiment trop bref. Je parle bien de ravageurs, donc des animaux. Je ne fais pas, ici, je ne vais pas traiter des maladies. Les maladies, c'est bactériens, virus, champignons et autres. Encore que les virus sont souvent propagés par les insectes. Je vais commencer par vous montrer quelques photos d'insectes qui sont tantôt nuisibles, tantôt utiles. Je ne vais pas être exhaustif, c'est juste pour vous montrer que c'est souvent des petits trucs et que quand on ne prend pas le temps de les observer, que ce soit les ravageurs ou les auxiliaires, peut-être même surtout les auxiliaires. Donc les auxiliaires, en deux mots, ce sont les petites bestioles qui vont nous aider en allant boulotter les ravageurs. Eh bien, on a du mal à se rendre compte de ce que c'est, ça passe inaperçu. Généralement, on voit les dégâts. Donc ici, ce sont c'est un tisanoptère, un thrips. Les maraîchers connaissent bien les thrips parce qu'il y a beaucoup d'espèces problématiques sur pas mal de cultures. Et une fois qu'ils sont là, c'est souvent trop tard. En arboriculture fruitière, sous nos latitudes, ce n'est pas le cas partout, les dégâts sont là relativement modérés. Et donc, parmi les dégâts qu'on voit souvent, ce sont des décolorations d'îlots de cellules comme ça sur la feuille, puisque le thrips, qui est minuscule, ici vous voyez la pilosité de la feuille de pommier, mais, va vider les cellules de leur contenu et les rendant impropres à faire la photosynthèse. Pas de photosynthèse, pas de sucre, pas de croissance de la plante, diminution de la résilience, etc. etc. Donc c'est vraiment tout petit comme bestiole. Alors ici, on est sur Curcugnonidés, c'est un petit charançon, le charançon du pommier. Et c'est surtout la larve qui est problématique. La larve, elle va se développer dans des bourgeons floraux et le faire dessécher. Finalement, les pétales vont rester accrochés, mais vont se dessécher, ce qui lui donne l'aspect d'un clou de girofle. C'est assez caractéristique. Ça, c'est les morsures faites par les adultes. Le fruit continue à se développer. Il est tout à fait valorisable pour du jus, du cidre ou autre. Par contre, à part moi sur ma table, n'essayez pas de vendre ça chez Colruyt ou GB, ça ne marchera pas. C'est impossible.
c'est impropre à la consommation pour le fruit de table, parce que ça ne correspond pas aux standards. Donc c'est typiquement un insecte contre lequel il est intéressant de lutter, et je vous l'ai mis exprès évidemment, c'est un insecte contre lequel il est difficile de lutter, et dont les dégâts sont vraiment en recrudescence en Wallonie. Pourquoi est-ce que je montre cet insecte plutôt qu'un autre? C'est typiquement un insecte pour lequel les actions agroécologiques qu'on va mettre, notamment les plantations de haies, qu'on essaie d'installer quand même dans un maximum d'endroits, pour autant que ce soit bien réfléchi, eh bien, peuvent être contre-productives. Donc vous allez voir que les haies, les bandes boisées, les lisières ont énormément d'avantages, même sur nos cultures, mais il y a certains cas où on se heurte, on se confronte à un cas où finalement on peut avoir l'effet inverse. Tout simplement parce que l'adulte, il aime hiverner dans des anfractuosités d'écorce, dans des endroits typiquement qu'on retrouve dans les lisières, au pied des haies, etc. Par conséquent, si vous offrez à proximité d'une culture le site d'hivernage d'un ravageur, mais vous allez l'avoir un petit peu plus vite au printemps. Alors, ne me faites pas dire que je n'ai certainement pas dit qu'il ne faut pas mettre de haies et éliminer toutes les lisières diversifiées, étagées que vous avez autour de vos champs. Mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que dans le monde du vivant, ce n'est pas les bisounours et on ne peut pas tout gagner à chaque fois. C'est perdant-gagnant et parfois on avance nos pions sans trop savoir vers où on va. Donc voilà, il faut toujours bien observer. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. J'aurais pu prendre beaucoup d'exemples. Ce n'est pas le seul insecte pour lequel il est difficile d'avancer. Là, c'est pour vous montrer, c'est toujours dans les Curculionidae, c'est un groupe parmi les insectes dans lesquels il y a énormément de phytophages et dont certains sont vraiment voraces. Donc ici, c'est une attaque en 2 jours. C'est un insecte absolument magnifique quand on le voit au printemps, mais quand il y a des pics des populations, vous avez les premières feuilles qui ont seulement 2-3 semaines, et l'arbre peut se voir entièrement défolié. Alors pas de panique, on est au printemps, l'arbre normalement, si la culture est bien suivie, il est apte à refaire une nouvelle génération de feuilles et à terminer sa saison. Mais le fait est que si derrière on ajoute l'anthonom, tous les pucerons qui vont suivre, les psylles, etc., ça peut jouer un problème. Là on est sur un insecte un petit peu plus gros. C'est pour vous montrer l'intensité des attaques. Alors là, on passe un petit peu aux pucerons. C'est vraiment le truc incontournable dont j'aime bien parler, parce que les pucerons, c'est facile à voir. Donc, c'est facile à voir, vous le voyez sur beaucoup de plantes, et vous pouvez voir les dégâts qu'il fait, et également les auxiliaires et leur interaction. Ici, je vais rester sur ceux liés aux pommiers, aux poiriers, donc avec le puceron lanigère. Le puceron lanigère, c'est une petite bestiole qu'on a importée il y a plus de 150 ans chez nous et qui, malheureusement, transmet des viroses aux pommiers. Et donc, vous voyez que dans le cas du puceron lanigère, ce n'est pas tant le problème lié au puceron lui-même, mais bien le virus qu'il transmet, comme en céréales d'ailleurs. Ici, on a le puceron cendré du pommier qui, lui, fait des colonies tellement fortes en dessous des feuilles qu'elles se recroquevillent au printemps. Quand vous avez un jeune pommier qui a entre 200 et 600 feuilles quand il débourre au printemps et que 100% des feuilles à peu près sont complètement recroquevillées pendant 2 mois, le temps qu'il fasse une nouvelle pousse de feuilles, vous comprenez bien qu'un arbre que vous venez de planter, il va avoir du mal à s'en remettre, surtout si derrière il y a une sécheresse ou un excès d'eau. Alors, là, c'est le puceron vert du pommier et il aussi peut transmettre des viroses, il affaiblit l'arbre, mais le véritable problème pour ce puceron, c'est vu qu'il se met sur les jeunes rameaux, c'est qu'il déforme les bois. Alors, quand vous devez former un arbre avec des branches charpentières qui sont vos futures branches fruitières en réalité, mais qui doivent être longévives, stables dans le temps et vraiment productives, vous te dites qu'avec des bois qui font des tours dans tous les sens, ça va être un petit peu plus compliqué de former un arbre. Donc, au niveau des pucerons, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'ils sont protégés par les fourmis. Donc avec les petites cornicules qu'il y a là, les pucerons qui vont s'alimenter de sève élaborée, vont excréter finalement l'excédent de sève. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une transformation métabolique, mais je vous passe les détails derrière. Toujours est-il que ce miel-là, ce qu'on appelle ça, est extrêmement sucré et riche en certains acides aminés, ce qui est très recherché par les fourmis notamment, mais pas que. Pas mal de communautés de bactéries et de champignons se développent dessus. Et en arboriculture fruitière, un des problèmes, c'est ce qu'on appelle la fumagine. C'est une colonisation du miel qui se dépose sur les feuilles et les jeunes fruits par des champignons qui donnent cette couleur noirâtre, d'où le nom fumagine. Alors évidemment, quand on a des colonies de pucerons, on a énormément d'insectes, pas que des insectes, mais qui peuvent nous aider en portant atteinte aux colonies. Le fait est que quand elle est protégée par une fourmi, parce que les fourmis sont adaptées aux pucerons, donc les protègent, ces auxiliaires ne savent pas de manière efficace
détruire les colonies de pucerons. Donc ici, on voit une ouvrière de fourmis en train littéralement de traire les pucerons. Cette fourmi-là, elle passe la journée sur la feuille, elle ne va pas traire une seule fois un puceron. Son rôle, c'est de garder la colonie, pendant que les autres ouvriers de la colonie vont traire finalement le puceron, et mettre dehors toutes les larves de coccinelles, de cire, des mérobes, enfin mérobes, il y aura un peu plus dur, mais qui se pointeraient par là. Et elle est vraiment armée pour ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ça très vite, c'est juste pour que vous vous rendez compte je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, si vous l'avez déjà observé, mais tout ce que je vous montre là, c'est des choses qu'on sait observer aisément, même dans un jardin. Encore deux, trois insectes que je vais montrer. Et ici, c'est le Bombyx disparate. Donc là, on est sur un papillon de nuit. Les papillons, généralement, tout le monde aime ça. Sauf que les chenilles sont toutes phytophages. Et certaines sont des ravageurs primaires, donc qui impactent significativement nos cultures. Et notamment, Bombyx disparate, lui, il est très polyphage. On va le trouver dans les forêts, les haies, sur plein de types d'arbustes. Mais certaines années, ils arrivent à défolier certains arbres entièrement. Et quand c'est leur première année de plantation et qu'il y a d'autres maladies qui viennent derrière, l'arbre généralement ne s'orme pas. Donc ici, voilà les chenilles au premier stade et au dernier stade de ce genre de choses. Et voilà une attaque en quelques jours sur une jeune branche de poirier. Bon, qui s'en est remis, c'était une bonne année, c'était en 2017. Voilà. Alors là, c'est le tristement célèbre Carpocaps du pommier, ce qu'on appelle le ver de la pomme, qui s'attaque aussi aux noix et aux prunes. Alors évidemment, en production de fruits, si vous faites du fruit de table, c'est vraiment un ravageur contre lequel vous devez lutter, ou en tout cas contre lequel vous devez être vraiment, vraiment attentif. Sans ça, votre lot de fruits, il est invendable. Il faudra que vous vous retourniez vers du jus, du cidre ou de la transformation. Mais en fruits de table, vous ne pouvez plus prétendre à la vente quand vous avez ce genre de petites surprises de manière trop fréquente dedans. Alors, dans les trucs tout petits qui sont aussi problématiques, ce sont les cécidomies. Donc, je vous montre ça pour vous montrer qu'il y a aussi des diptères. Les diptères, ce sont les mouches qui peuvent être problématiques et qui provoquent également, ici, c'est avec l'espèce qui est là, ce sont des enroulements des bords de feuilles, des pertes de photosynthèse, et puis, du coup, un affaiblissement de l'arbre, et donc potentiellement la voie d'entrée d'autres maladies, généralement des champignons. Les champignons, chez les arbres fruitiers, ce sont souvent des maladies qui exploitent une faiblesse de l'arbre. Faiblesse de l'arbre qui peut tout simplement provenir d'attaques printanières d'insectes ravageurs. D'où l'intérêt de bien soigner ces arbres. Voilà. Alors je vais passer à très vite, c'est pour montrer qu'il y a aussi des acariens qui sont problématiques, il y a beaucoup de choses. Donc là, je montrerai juste quelques diapos sur les auxiliaires, les principaux auxiliaires. Je ne vais pas être exhaustif, c'est juste pour vous montrer la diversité qu'il y a. Là, j'ai mis deux espèces d'insectes qui sont de familles différentes. Alors les araignées, rien ne ressemble plus à araignée qu'une autre araignée, et pourtant, chaque famille, ou à peu près, a des stratégies de chasse et ce qu'on appelle des niches écologiques qui lui sont propres. Et dans un verger, c'est quelque chose qui est très très bien documenté, que ce soit dans la littérature francophone ou germanophone, les communautés d'araignées sont très bien étudiées parce qu'elles sont faciles à étudier. C'est déjà un bon truc pour les suivis. Et on voit que les stratégies de chasse sont souvent, pas toujours, mais souvent complémentaires. Et donc, voir deux araignées sur un arbre, ce n'est pas suffisant. Il faut encore arriver à voir quelles familles sont présentes, ou plutôt lesquelles n'y sont pas, et pourquoi. Donc ça peut être aussi une approche intéressante dans la manière de concevoir un projet agroécologique. Donc, les célèbres coccinelles avec la coccinelle asiatique, bon, je l'ai mise, j'ai illustré parce que c'est celle en termes d'individus qu'on retrouve maintenant le plus, je pense, chez nous, qui est invasive, pour ceux qui ne le savent pas, qui ne vient pas de chez nous. Et la coccinelle à 10 pois, qui est une de nos coccinelles. Ce qui est intéressant chez les coccinelles, c'est que tant la larve que l'adulte sont des auxiliaires, donc vont manger des bestioles plus petites qu'elles et beaucoup de pucerons. Donc c'était d'ailleurs, contre le puceron, un des trucs, la coccinelle asiatique est arrivée comme ça sur le territoire européen, c'est comme moyen de lutte, enfin de contrôle biologique. Donc parfois, en croyant bien faire, on fait des gros dégâts. Alors ici, c'est pour vous montrer que dans un autre groupe d'insectes, il y a les punaises. Les punaises, on les connaît souvent comme étant des phytophages. Et c'est vrai que dans le groupe des punaises, il y a une quantité de phytophages absolument énorme et dont des ravageurs primaires de culture dont il faut vraiment suivre les populations. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des auxiliaires et des prédateurs extrêmement voraces. Là, c'est la famille des myridés, et qui est très intéressante en arboriculture fruitière en maraîchage. Et ici, Orius. Alors Orius, voilà, c'est la larve et l'adulte.
les deux mangent des pucerons donc dans leur premier stade, mais également, je vous ai montré tout à l'heure les thrips, qui sont de minuscules insectes. Évidemment, un minuscule ravageur, il faut un minuscule, souvent un prédateur pour le manger. Alors ça c'est vraiment l'hécatombe dans les petits insectes. Quand ils arrivent, ça fait le ménage autour de soi, c'est extrêmement efficace. Vous voyez ici la pilosité de la feuille de pommier, c'est pour ça que je vous montre ça. Quand vous n'avez pas l'œil aguerri pour trouver ça, vous ne les voyez pas en fait. Et on a l'impression qu'on ne voit que les dégâts des ravageurs, ou qu'on ne voit que le ravageur, alors que finalement nos punaises du genre Orius, les larves, sont peut-être là. J'attire votre attention là-dessus tout simplement parce que si à un moment vous voulez traiter, il faut savoir que quand on traite pour un ravageur de type insecte, on détruit évidemment l'insecte qu'on veut détruire, mais on détruit aussi tout ce qui était en train d'arriver et qui s'apprêtait à manger tout ou partie du ravageur, dont ce genre de choses. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais traiter, loin de là, mais j'attire votre attention là-dessus. Alors là, c'est un autre truc très sympa et hyper efficace, notamment dans les colonies de pucerons, mais pas que, ce sont les perles. Les chrysopes et les hémérobes, dont on voit une larve ici. C'est très grand, hein, ça peut faire jusqu'à 2 cm, et vous voyez par rapport aux pucerons. Donc vous voyez la mandibule ici qui est extrêmement longue, c'est vraiment un prédateur efficace. Alors, un dernier ici avec le cirfe, tout simplement pour montrer ici la larve qui, elle, est un auxiliaire, va manger des pucerons, mais pas que. Et l'adulte qui est ici, qu'on appelle aussi les mouches à miel, là, qui font du surplace, elle va se nourrir de nectar, notamment dans les fleurs du milieu. Et donc là, on est typiquement sur un truc intéressant. La larve est extrêmement efficace, on l'utilise en lutte biologique, elle est extrêmement efficace pour lutter contre toute une série de ravageurs. Mais si vous voulez l'avoir dans vos cultures, vous devez aussi répondre aux exigences de l'adulte. D'où l'intérêt, si vous voulez avoir des larves qui bouffent vos pucerons, par exemple. D'ailleurs, ici, on voit des œufs de coccinelle aussi, donc il y a du monde sur cette feuille. Mais si vous voulez avoir le cirfe chez vous, vous êtes obligé d'avoir des fleurs. Pas de fleurs, pas de cirfe adulte, il doit venir de plus loin. Et donc, la probabilité qu'il vienne sur votre culture de manière, en nombre suffisant pour limiter la population de ravageurs, elle est très faible. Et donc ça va être vraiment un des enjeux des aménagements. Alors, avant de passer au reste, un dernier truc. Donc là, tout ce que je vous ai montré, ce sont des insectes qui sont principalement des auxiliaires qui sont relativement opportunistes. Ce qui est intéressant en lutte biologique, c'est de travailler autant qu'on peut avec des insectes qui sont spécialistes. Et là, je vous montre un insecte braconidé, c'est un hyménoptère, une petite guêpe qui est parasitoïde. Alors le parasitoïdisme, c'est quoi? Eh bien, c'est une forme de parasitisme et qui aboutit dans tous les cas à la mort de l'hôte. D'accord? Le poux ou la teigne, ça peut être des parasites chez nous, ça ne va pas pour autant nous tuer. Dans la plupart des cas, si vous êtes en bonne santé. Le parasitoïdisme, là, la mort est inéluctable. On va tout de suite à la mort. Et là, il y a souvent des espèces ultra spécialisées dans une autre espèce. Donc, il y a des espèces de parasitoïdes qui ne vont manger que telle ou telle espèce. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle, en lutte biologique, quand vous achetez ce genre de choses, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà fait, notamment en maraîchage, eh bien, on peut lutter contre un ravageur en particulier en prenant tel ou tel parasitoïde. Alors ici c'est un braconidé, mais il y a un hyménoptère, mais il y a d'autres familles, d'autres ordres qui sont parasitoïdes. Donc voilà, je voulais juste un petit peu montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver comme auxiliaires, ravageurs, les différents groupes, etc. Alors, au niveau des ravageurs, des auxiliaires, ce qui est intéressant dans un environnement de production agricole, c'est vraiment de se rendre compte qu'ils ont un rôle à jouer. Et ici, quand on travaille en agriculture raisonnée ou conventionnelle, on essaie de travailler avec des traitements qu'on va faire idéalement, c'est la lutte raisonnée, au moment où on voit que les symptômes, les dégâts risquent d'atteindre le seuil de rentabilité économique. Et on voit qu'en présence d'auxiliaires peu actifs, les niveaux de population, les dégâts dans les cultures augmentent de manière exponentielle, vraiment très très haut, et portent atteinte à la rentabilité de la culture, ce qui implique des traitements qui sont parfois nécessaires. Et on voit qu'en présence d'auxiliaires très actifs, c'est très simplifié évidemment ce graphique, on pourrait l'adapter à chaque culture, c'est vraiment schématique. En présence d'auxiliaires très actifs, on a des seuils de population de ravageurs et de dégâts qui sont nettement inférieurs et qu'on essaye de maintenir en dessous du seuil
du seuil économique d'intervention. Alors c'est très compliqué. Quand on travaille avec des produits chimiques, il est assez simple de faire un traitement. Quand on le fait au bon moment, avec le bon produit, contre la bonne cible, la bonne machine pour épandre, on a un impact direct sur le ravageur. Quand on travaille avec les auxiliaires, c'est très compliqué parce qu'on dépend de la nature, de la météo et de beaucoup de choses. Les auxiliaires, ils interagissent entre eux, ils ont eux-mêmes leur propre prédateur, c'est très compliqué. Du coup, voilà, c'est une approche moins simple, finalement, que l'agriculture classique. Alors nous, ce qu'on va faire dans le verger, le pré-verger, c'est essayer de favoriser, au travers d'aménagement, la présence d'auxiliaires et surtout leur maintien dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique par conservation. Et ça peut prendre plein d'aspects différents. Moi, ici, je vais essayer d'aborder 3 axes qu'on retrouve même en culture céréalière, enfin en grande culture. Il y a les haies, les bandes fleuries et peut-être plus pour l'arboriculture fruitière, la pose de nichoirs. Allez. Donc voilà. Donc, alors comment s'y prendre? Les 2 grandes stratégies, ça va être d'offrir des ressources alternatives, donc les nectars et les proies, et offrir des refuges et des sites d'hivernage. Tout simplement, si vous avez un verger, vous avez intérêt, quand le printemps arrive, à ce que vos coccinelles, à ce que tous vos hyménoptères parasitoïdes n'aillent pas à revenir de trop loin. Du coup, si vous savez que telle et telle espèce gîte en hiver au pied des haies, dans les interstices des arbres ou dans les bois proches, etc., mais faites en sorte que les aménagements dans le verger et autour du verger permettent de répondre à ces exigences écologiques-là. Ça, c'est pour les refuges et les sites hivernage. Pour les ressources alternatives, c'est peut-être encore plus simple à appréhender. Si vous avez votre verger qui est là et qu'il n'y a pas de proie, il n'y a pas de pucerons parce que les pucerons arrivent peut-être trop tard, tous vos auxiliaires ils vont aller voir ailleurs, tout simplement parce que les auxiliaires ils arrivent après les proies. Si maintenant dans votre verger, dans votre culture, vous mettez des espèces qui sont extrêmement riches en pucerons tôt dans l'année, par exemple, au niveau des maraîchers, on utilise la fève des marais pour ça. La fève des marais, on arrive fin février, elle commence déjà, les premières colonies de pucerons sont déjà là. Ça, c'est génial. Vous pourriez même d'ailleurs mettre de la fève des marais, non pas pour la récolte, mais simplement comme moyen de lutte écologique. Ça, c'est vraiment efficace. Dans les arbustes, on a par exemple le fusain, qui va très vite, et les sureaux, voire même le noisetier. Les orties aussi sont très attractives. On a des pucerons très tôt en saison. Et ça, il ne faut pas les avoir à 200 mètres du verger, il faut les avoir autour du verger et, moi je vous le conseille, dans le verger, pas partout, hein, dans un endroit bien choisi évidemment. Tout simplement parce que plus le trajet sera court entre les auxiliaires et les insectes cibles, plus l'efficacité dans la lutte sera grande. Puisque, voilà, comme Julien l'avait dit, la plupart des insectes, ils ne vont pas se déplacer sur des kilomètres parce que les colonies de pucerons vont exploser dans le champ d'à côté. Il faut qu'ils soient là au départ. Alors, dans les poids, je vais passer ça en revue très vite, mais c'est vraiment des poids qu'il faut avoir en tête dans tous les aménagements que vous faites si vous voulez leur voir jouer une fonction agroécologique. La première chose, c'est la composition. La composition spécifique, que ce soit de la haie ou de la prairie ou de la bande aménagée, qui doit être adaptée à l'objectif que vous visez. On pourrait faire une journée rien que là-dessus, donc je passe assez vite. La complémentarité des aménagements. Ben oui, je vous ai parlé du cirfe dont la larve mange des pucerons, mais dont l'adulte a besoin de nectar. Elle n'a pas besoin de nectar en mars, ni en avril, ni en mai, elle a besoin de nectar tout le temps, parce qu'il y a plein d'espèces de cirfe, et si vous voulez que les larves de cirfe soient efficaces dans votre milieu tout le temps, il faut des ressources florales tout le temps. Donc ça, on peut le faire et par la haie, et par la bande fleurie, ou par les deux associés, c'est encore mieux. Alors la stabilité, la pérennité. Tous les aménagements ne sont pas stables ou pérennes, mais c'est intéressant à l'échelle d'une ferme ou d'un paysage d'avoir au moins une partie des structures, des surfaces, qui aient de la pérennité. Et là, on est évidemment sur par exemple des tournières enherbées ou des haies. Ça, c'est encore plus durable. C'est-à-dire quelque chose qui va durer très longtemps, au-delà d'une bande aménagée qu'on va devoir à un moment recycler ou mettre ailleurs, etc. Quelque chose qui reste dans le temps. Favoriser les interfaces. Donc, à choisir entre des éléments surfaciques carrés, il vaut mieux aller vers quelque chose de plus linéaire. Comme Julien l'a expliqué, la plupart des espèces n'ont pas des possibilités de circuler très grandes. Ça dépend des espèces, évidemment. Le cirfe peut aller pondre un peu plus loin que ce qu'un carabe ne va marcher. Mais du coup, vous avez intérêt à développer des structures linéaires pour que les espèces, finalement, aient plus facile de ces lisières, on peut considérer ça comme ça, aller vers la culture.
Si elle doit faire ça avec 100 mètres pour aller boulotter quelque chose, elle ne le fera pas, ou mal. Des distances raisonnables entre aménagements, ben, si vous misez par exemple sur la lutte par les carabes, hein, ben, les carabes en moyenne, il y a beaucoup d'espèces, il y a des grandes et petites espèces, donc là je simplifie très fort, on va considérer un rayon d'action de 40 mètres. Ben, si vous voulez qu'ils soient actifs, ben, vous vous rendez compte qu'il faut un aménagement agroécologique tous les 80 à 100 mètres minimum. Sinon, au milieu, vous avez une bande ben, qui est mal protégée par les carabes. J'ai beaucoup simplifié, là, j'ai pris des sacrés raccourcis, mais vous avez compris l'idée. Peut-être un petit... Quand on calcule ces distances, plutôt que de se dire c'est 40, 60, c'est de faire un multiple de la taille du pulvérisateur. Donc il y a un peu aussi des aspects pratiques à prendre en compte. Tout à fait. Ça se joue pas au centimètre près. Hein. Les adéquations phénologiques, je vais vous remontrer après. Une échelle d'action adaptée aux ravageurs, c'est-à-dire que si vous voulez lutter contre les campagnols, vous devez avoir un projet sur la parcelle, un projet sur l'exploitation et si possible un projet à l'échelle du terroir. Tout simplement parce que les populations de campagnols ne dépendent pas que de votre parcelle, que de votre ferme, mais c'est beaucoup plus vaste. Et les prédateurs, ce sont des mustélidés, hein, donc fouines, belettes, etc., ou des rapaces, ben, ils ont un rayon d'action très large. Donc si vous ne ciblez votre action que sur votre parcelle, vous doutez bien que l'impact sur la parcelle, il sera à peu près nul. Alors la connectivité écologique, autant que faire se peut, quand vous avez une parcelle, c'est la première slide que j'ai montrée, c'est vraiment reconnecter votre parcelle d'un point de vue écologique avec les autres éléments existants dans le paysage. Donc ça rejoint un petit peu le point précédent. Alors, quand je parlais de phénologie, ben, voilà ici la phénologie des différents pucerons, ici en bleu, ici de la carrière rouge. Et vous voyez que les pucerons, en fait, tous ensemble, sont actifs pendant une grande partie de la saison. Si vous voulez lutter contre les pucerons de manière efficace, vous êtes obligé de considérer les auxiliaires sur toute cette durée-là. Malheureusement, vous le voyez ici, à part certains myridés et antocoridés, donc des punaises, il n'y en a pas qui ont un cycle qui colle exactement à votre ravageur. Vous allez devoir jouer avec plusieurs auxiliaires pour couvrir toute la saison. Donc c'est ça que je voulais dire dans la slide d'avant, avec une adéquation avec la phénologie finalement du ravageur. Si vous avez un auxiliaire qui, parce que sa biologie est comme ça, arrive avant ou après le ravageur que vous voulez cibler, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je vais passer un peu pour vous montrer voilà, un exemple de ferme. Donc ça, c'est un aménagement sur une ferme qui est en cours, qui est déjà bien en cours. Donc c'est un gars qui a repris la ferme de son père et il est en bovin allaitant. Il a arrêté la traite parce que il a fait sa première partie de carrière dans le bâtiment et il ne veut pas y renoncer trop vite, mais il va revenir au laitier probablement prochainement. Il a 5 lots de 500 ou 600 poules, je ne me rappelle plus. Et il a un projet d'accueil à la ferme qui voit le jour ce printemps, je pense. Et il a envie de se sentir bien chez lui, donc il y a un intérêt paysager. Donc Julien me parlait de l'aspect culturel, c'est ce qu'on appelle aussi l'aménité paysagère, se sentir bien. Mais c'est quelque chose qu'il a envie, donc ça veut dire qu'il est prêt à aller au-delà de simple mise en place d'aménagement agroécologique purement fonctionnel. Et également tout ce qui est biodiversité, parce que ça commence à l'intéresser, c'est un jeune ornitho. Alors ici, qu'a-t-on proposé et réfléchi avec lui? On va commencer par le parcours poule. Le parcours poule, il y a 5 bâtiments qui sont ici, 5 loges qui sont ici, avec chacune 5 ou 600 poules, je ne me rappelle plus, avec les sorties, c'est des poules pondeuses, c'est important, avec les poules qui vont avoir chacune leur parcours ici. Chaque parcours est clairement délimité et sans contact direct, ce qui permet une bonne gestion sanitaire. Voilà, alors tant qu'à faire, on a aménagé les parcours avec des haies qui sont tantôt des simples rangs là-bas, taillés, je vais expliquer après pourquoi, et des haies qui sont plus champêtres et qui vont jusqu'au fond. Il faut bien se rendre compte que la poule, là où nous on a l'image d'une poule qui picore sur des pavés de rue dans une vieille cour de ferme ou dans une prairie, c'est pas du tout ça. La poule à la base c'est un animal forestier et elle est vraiment stressée quand elle est à découvert. Ça peut se compter en termes de nombre d'œufs, etc. Et d'ailleurs, quand vous observez une poule, généralement, si elle le peut, si elle a le choix, elle va longer des infrastructures. Ça peut être un mur, ça peut être une haie, et elle va essayer, au moment où elle va se reposer, à part quand elle prend des bas de soleil, d'aller à proximité d'endroits où elle peut s'abriter. Et donc, comme on l'a fait jusqu'il y a pas si longtemps, mettre des parcours ouverts, mais avec des hectares disponibles aux poules, non seulement
les autours et autres prédateurs savent les choper facilement. Enfin, l'autour, ça ne le gêne pas de toute façon. Mais en plus, la poule, elle se sent moins bien. Du coup, elle est moins productive. Et du coup, on a réfléchi avec le gars, OK, comment est-ce qu'on pourrait aménager ta parcelle, puisqu'il voulait faire du fruit aussi, avec quelque chose qui soit intéressant pour toi. On a d'office exclu la pomme. Pourquoi? Parce que la pomme, on récolte une partie pour le fruitable, le reste on gaule et on ramasse au sol, manuellement ou mécaniquement, pour faire du jus, du cidre, etc. Quand on a des poules, ramasser des fruits au sol, je ne suis pas sûr que Lascar soit très d'accord. Du coup, on a éliminé les fruits qu'on ramasse au sol, c'est tout con. C'est du bon sens. Alors, quel fruit chez nous est très rentable, produit vite, beaucoup, quelque chose de qualitatif et qu'on cueille sur l'arbre? C'est la prune. Il y en a d'autres, mais la prune convient bien là-bas. Du coup, on a installé ici 5 parcours qui sont arborés principalement, pas que, mais principalement de pruniers, destinés aux fruits de table. Il n'y a pas de projet de distillation là derrière. Donc là, on est sur quelque chose qui, une fois que ça vient d'être planté, mais une fois que ça aura poussé, offrira un confort à la poule, plus qu'une parcelle vide, mais offrira aussi un revenu complémentaire à l'agriculteur. Alors, on sait bien que sous nos latitudes, les pruniers, surtout à haute tige, une année sur 3, on compte sur une production nulle, soit à cause de phénomènes de fortes gelées printanières ou d'alternance, ou les deux à la fois, mais toujours est-il que si ça produit 2 ans sur 3, vu les volumes qu'on peut produire avec ce qu'on lui a mis, c'est vraiment intéressant. Il y aura un magasin à la ferme, il a déjà des réseaux de distribution, c'est intéressant, d'un point de vue économique et pour le bien-être animal. Alors, pour les sorties de poulailler, on a aménagé ici, vous voyez les petits traits, c'est ce qu'on appelle des peignes, c'est pas moi qui l'ai nommé MC, voilà. Parce que ça a la forme de peigne en sortie de poulailler pour guider la poule vers l'intérieur de la parcelle. Alors, que ce soit les peignes ou les haies qui viennent ici aux abords des poulaillers, ce sont des haies qui ne poussent pas. Donc les peignes, ce sont souvent des groseilliers, des cassis, etc. C'est-à-dire que c'est un truc, naturellement, ça ne pousse pas très haut. Les haies qui sont entre les parcelles, elles seront taillées tous les 2 ans à 1,20 m. L'objectif, c'est d'aider la poule à aller plus loin. C'est pas de lui offrir le truc 3 étoiles en sortie de poulailler, sinon elle sort, elle stagne là et on a été contre-productif. Donc j'insiste au niveau des aménagements parcellaires, agroécologiques, c'est intéressant de toujours se poser la question, est-ce qu'on répond bien à notre objectif? Et d'adapter évidemment les pratiques. Du coup, la haie qu'on met là n'est pas la même que celle-là, et celle-là n'est pas la même que le morceau là, qui n'est elle-même pas la même composition que le peigne. C'est assez logique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis des groseilliers cassis là-bas? Dans les peignes, tout simplement, ça épargne la charge de travail de taille. Forcément, ça va pousser à 1,5 m maximum. On va pas se donner du travail en mettant des trucs qu'il va falloir tailler tous les 2 ans. Le gars, il a assez de travail comme ça. Ça, c'est pour l'aspect parcours de la poule. Au niveau du cloisonnement, on a mis des haies double rang. Donc, il y en a une qui est ici, vous voyez la double trait ici. Elle a pour fonction de bloquer une partie des vents, c'est très soumis au vent, pour protéger les pruniers. Et puis, les haies qui sont entre les parcours, c'est pour à nouveau le confort de la poule qui va suivre. C'est arbustif, hein, donc ce sont des haies double rang, mais arbustifs pour ne pas avoir trop d'ombrage pour les pruniers. Donc la poule, c'est longer les haies, aller exploiter la surface et aller jusqu'au fond. Là, on va planter des arbres. Et vous voyez la grosse haie qui est existante déjà ici. Et ce genre de parcours, donc là, vous avez quelque chose comme 120 mètres d'un bout à l'autre. Les poules pondeuses, elles ne mettent pas longtemps avant d'aller au fond et exploiter vraiment toute la parcelle. Quand on voit des parcelles vides, vous pouvez leur observer la manière dont un troupeau de poules, je ne sais pas comment dire, va être amené à exploiter la parcelle. Ça va être quelque chose de très très lent parce qu'elle est en zone d'inconfort. Donc voilà, ici on voulait bien renforcer la production d'œufs, améliorer le bien-être des poules, ne pas alourdir trop la charge de travail de l'agriculteur et lui générer un revenu supplémentaire avec les prunes. On pourrait encore parler beaucoup des poules, mais quand on fait ça, on se base sur diverses publications, dont celle-ci, c'est une publication de vulgarisation qui est très très bien faite, auquel a contribué, si je ne me trompe pas, le Centre de recherche agronomique de Jean Blou, et qui a étudié un petit peu les différentes formes de parcours, les parcours agroforestiers des poules. Voilà, mais vous pourrez retrouver ça sur le web facilement. Il y a une publication qui est de plus en plus nombreuse là, sur le sujet. Abondante, pardon. Alors, au niveau des autres aménagements qu'on a fait, les 3 prairies ici, ce sont des prairies autour de la ferme, donc des prairies qui vont principalement évoluer au pâturage, et donc elles vont, être plantées principalement de pommiers et poiriers. Les pruniers ayant été mis là, il avait quand même une vocation à produire de la pomme, et on va installer les pommiers et poiriers là-bas. Et là, on va faire et du fruitable et du fruit de transformation. Alors, c'est une ferme où c'est de la mécanisation,
C'est de la grosse mécanisation, il a des gros tracteurs, etc. Donc la première pousse de l'herbe, elle reste fauchée et ensilée à haute vitesse. Donc aujourd'hui, on travaille entre 15 et 25 km/h en fauche. Il va les atteindre là. Tout simplement parce qu'entre les arbres, il y a 22 mètres. Et dans la ligne, il y a entre 8 et 10 mètres. C'est-à-dire que dans la ligne, là, il fauche ici et on ne travaille pas dans l'autre sens. On lâche le pâturage directement derrière. Donc on a adapté le système de plantation au type de pratique de l'éleveur, ce qui permet la mécanisation et au bétail d'aller exploiter la parcelle. Je vais passer ici tout l'aspect qualité herbagère des prairies avec les fruits qu'on plante, les fruitiers qu'on plante, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues encore sur vous plantez 2-3 fruitiers, on n'aura plus d'herbe en qualité ou en quantité. Tout ça aujourd'hui c'est bien connu. Après, c'est beaucoup sous influence météorologique, mais il y a une littérature vraiment abondante là-dessus, donc tout ça je vais passer. Même au niveau bien-être animal, confort au niveau des stress thermiques, que ce soit pour le cheptel allaitant ou laitier, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, même dans une optique purement économique pour son bétail. Mais on va mettre ça de côté ici. Alors, j'ai passé à la suite, mais juste voilà, vous montrer qu'on a également installé en plein milieu du verger, vous voyez ces ronds là qui ne ressemblent pas aux autres, ce sont des arbres forestiers, riches en insectes. Donc ça, je fais confiance aux publications des entomologistes qui ont bossé là-dessus. On travaille souvent avec le chêne, quand il n'y a pas de problème de sanglier dans le coin, sinon on les attire, le charme, les saules, etc. Ça veut dire qu'on a fait le choix de retirer ici et là un arbre fruitier pour mettre autre chose de non productif finalement, du moins pas directement. Ils sont très peu à avoir accepté ça, parce qu'un arbre fruitier, c'est un arbre fruitier. Donc on est allé assez loin. Et ensuite, il y a d'autres aménagements qui sont plus paysagers et biodiversité, comme ici la drève de tilleul, les aménagements ici aux alentours de fermes, etc. Mais voilà. Alors, ça, c'est un autre aménagement. Là, il y a 1300, 1400 fruitiers. On est saturé par des bois, avec des belles lisières étagées. Donc ça, c'est déjà sympa. Sauf que d'un bout à l'autre de la parcelle, les distances, elles sont trop longues. Beaucoup trop longues, enfin, de point de vue d'un auxiliaire. Alors, on a intégré des plantations de haies dans la parcelle. Le gars, il travaille en pâturage tournant. Ce n'est pas du pâturage tournant dynamique, mais il a des blocs et il tourne assez rapidement dedans. Et donc, on a intégré, son sens de travail de machine, c'est la longueur. Donc, on a intégré des morceaux de haies. Vous voyez ici, parfois, ça prend la place de 2 ou 3 arbres, parfois un arbre. Ça lui a coûté, ça, parce qu'il faut clôturer. Hein. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment moi, j'appelle ça des plots. On peut appeler ça des îlots ou des petits linéaires de haies, mais d'avoir au milieu de la surface des aménagements agroécologiques. La plupart du temps, ce sont des aménagements qu'on veut bien, soit chez le voisin, soit sur les bords de sa parcelle. Non, non, il faut le faire sur les bords, mais il faut le faire dedans aussi. Ça dépend de la taille de la parcelle, évidemment. Quelle taille de parcelle ? 17 hectares. J'allais dire 10. Moi, j'ai des vergers, donc on a 1050 fruitiers sur 3 gros blocs principalement. Et je vais vous montrer juste après, ça ne sera pas chez moi, mais au-delà de 2-3 hectares, c'est intéressant, à mon sens, de remplacer quelques arbres par soit un plot, soit un arbre. Et ça ne va pas m'empêcher, d'un point de vue économique, d'arriver à créer du revenu sur le fruit. Hein. Quand on plante 300 arbres, en planter 297 ou 303, ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, ici c'était pour vous montrer quand même, on a poussé le truc assez loin. Alors depuis qu'on a mis ces aménagements, on a la pie grillage qui niche dans le verger. Bon, quand le verger va grandir, je ne sais pas s'il va rester, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu les oiseaux, mais le tarier pâtre est là-dedans aussi. Au niveau des populations d'insectes, on ne les suit pas, mais à chaque fois qu'on passe dedans, on voit que c'est riche au niveau cirque coccinelle. On arrive à avoir en plein cœur de la parcelle et à tout moment de l'année une biodiversité qui, si les aménagements ne seraient pas là, devraient revenir depuis les lisières. D'accord ? Les traits noirs là-bas, ce sont des haies. Voilà. Oui, les flèches qui sont là, ça n'a rien à voir avec l'aménagement, c'est juste qu'on a les variétés hâtives ici, c'est le sens d'arrivée à maturité des fruits, puisque quand on conçoit un verger, c'est quelque chose de très important d'un point de vue économique. Voilà, c'est pour illustrer une haie qu'on installe dans un verger. Ça, c'est une haie qui a 4 ans, à vocation auxiliaire, en bordure. On est entre grande culture et de maraîchage. Alors, quand on veut composer une haie, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont surtout les fonctions qui sont souhaitées, qu'on veut voir remplir par la haie, qui vont déterminer la composition et la structure de la haie.
C'est-à-dire que venir en grande culture dire je veux une haie brise-vent, mais je veux pas qu'elle monte à plus de 3 mètres parce que quand même ça va faire de l'ombre. Mais ça, vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Et de la même manière, si vous avez des grandes parcelles et que vous voulez avoir un rôle vraiment efficace en termes de gestion agroécologique de vos ravageurs, ben, il faut accepter de faire un compromis raisonnable. Et si l'espace le permet, parfois la haie double rang arbustive est plus intéressante qu'une simple rang. Et de la même manière, parfois une triple rang avec des arbres intégrés dedans, ou une double rang avec quelques arbres peut être plus intéressant. Alors on peut ajouter à ça d'autres fonctions de la haie, la production de bois, comme vous le voyez ici. Là, c'est une haie qui est taillée tous les 20 à 30 ans et qui produit un paquet de stères relativement impressionnant. Ça, en zone herbagère, là, l'objectif, c'est simplement offrir de l'ombrage aux vaches laitières. J'ai vite parlé des prairies fleuries, mais de manière très succincte. Les prairies fleuries, c'est quelque chose d'ultra intéressant, mais j'attire votre attention sur le pré-verger. Le pré-verger, c'est vraiment un milieu fragile pour un ravageur en particulier, qui est le grand campagnol. Le campagnol des champs fait aussi des ravages considérables, mais à l'échelle d'une parcelle, il n'est pas bon de mettre tout en place. Comme Julien l'a dit, il ne faut pas cocher des cases pour les cocher. Ah oui, j'ai mis le nichoir, j'ai mis ceci, j'ai mis cela. Non, non, il faut que ce soit en phase avec votre outil de production. Si vous introduisez une bande fleurie ou une bande aménagée ou une zone de friche, c'est super intéressant d'un point de vue écologique, les friches, dans un verger sous prétexte de biodiversité, moi je trouve ça bien. Vos arbres trouveront ça beaucoup moins bien. Et donc à un moment, il faut trouver un compromis, et peut-être que cet aménagement-là doit être dans la parcelle qui jouxte. Enfin voilà, il faut réfléchir à un ensemble de parcelles plutôt qu'à la parcelle. Je parle bien en haute tige. En basse tige, c'est différent. En basse tige, la gestion de l'herbe, elle est traitée soit chimiquement, soit mécaniquement. Et là, on peut se permettre d'avoir des bandes fleuries. Et les graphiques que je vous montre ici, ils proviennent justement du verger basse tige, conservatoire du Centre de recherche agronomique de Jean-Blot, géré par un institut scientifique finalement, et qui n'est pas pulvérisé en Europe. C'est le seul. Et ça marche. Et ils ont mis des bandes fleuries, et puis ils ont étudié ça pendant longtemps. Et ils ont étudié du coup l'activité, la diversité et l'activité des insectes qu'on trouve dans les bandes fleuries sous les vergers et leur fonctionnalité par rapport aux ravageurs qu'il y a. Là, je vous renvoie vraiment à leur publication qui est très très bien faite. Je pourrais vous envoyer le PDF si vous voulez. Donc retenez qu'en verger, comme dans beaucoup de cultures, les bandes aménagées type prairie fleurie sont vraiment vraiment intéressantes, mais le cas du pré-verger est vraiment un cas particulier puisqu'on doit lutter en plus contre le campagnol. Donc, hop, voilà. Donc, voilà, ici, on a des pré-vergers haute tige. Cette photo-là n'est pas de moi. On voit ici des bandes refuge. C'est super intéressant. On voit ici quelque chose qui est fauché ou pas. Quelque chose qui est fauché très tardivement. Moi, dans mes vergers, vous ne verrez jamais ça. Moi, mes arbres, je veux qu'ils soient beaux, je veux qu'ils soient puissants, je veux qu'ils soient productifs. Parce que je dois vivre de ça. Si je fais ça, mes arbres, beaux, ils vont l'être à un moment, puis ils vont pencher dans tous les sens. Vivants, enfin résilients et tout, au lieu de mourir à pommier entre 50 et 90 ans, il va mourir certainement 30, 40 ans plus tôt. Et côté productivité, on repassera. Parce que les campagnols sont là. Donc ça, vraiment, vraiment prudence. Donc voilà, ce campagnol, la plupart des gens... c'est le petit campagnol, et là je vous montre des terricules de grands campagnols terrestres, donc voilà. C'est pas cette bête-là qui a fait ces trucs-là. Mais quand on a ça dans son verger, ou dans ses cultures, hein, quand vous avez une luzerne avec du grand campagnol installé, ou même le petit campagnol, c'est une fameuse perte de rendement. Juste peut-être la conditionneuse, c'est la même étude que toi, je pense, mais moi j'étais plutôt sur les abeilles. Ce sont les Suisses, du coup, qui ont étudié ça. La conditionneuse élimine jusqu'à 7 fois plus d'abeilles que la même faucheuse. Évidemment, le test était fait avec la même faucheuse, sans la conditionneuse. Alors, je vous montre ça pourquoi? Parce que quand on parle de verger, on parle aussi de pollinisation, puisque c'est une pollinisation réalisée par les insectes, et principalement, mais pas que, par les abeilles. Donc voilà. Ça, c'est un moyen tout con. Si vous gérez votre parcellaire, les parcelles même à côté du verger, et que vous en avez l'occasion, je ne dis pas qu'il faut le faire partout, parfois, cette année, c'est un peu compliqué de débrayer le conditionneur, mais voilà, on a quand même beaucoup d'étés un peu plus secs où on peut se permettre de débrayer franchement cet outil dangereux pour la biodiversité. Alors, au niveau des nichoirs, je vais brosser ça en revue très rapidement, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que ce n'est pas une finalité en soi. Un nichoir, c'est vraiment un moyen de pallier un manque, notamment en cavité,
dans un milieu et éventuellement d'augmenter des prédations, notamment par les mésanges. On va y revenir. Mais ce n'est pas une finalité écologique en soi. Tout simplement parce qu'un nichoir a une durée de vie limitée. Les populations d'espèces que vous allez privilégier comme ça, elles ne vont pas vous suivre une fois que vous serez mort, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui est accompagné de mesures de plantation, éventuellement d'arbres têtards, enfin n'importe quoi, mais c'est vraiment pas une mesure c'est pas une finalité. Les objectifs des nichoirs, c'est le plaisir. Vous avez le plaisir de voir les oiseaux, l'aspect didactique dans une école, uniquement s'il y a un projet pédagogique autour et une animation, sinon ça sert à rien. Chapeau grume, ça sert à rien. Scientifique, ben oui, si on fait du bagage, et ça apporte pas mal de données. Ou, et là ça nous intéresse, la lutte biologique. Encore faut-il que ça soit bien fait. Alors, il faut faire attention qu'une mauvaise pose de nichoir, on crée ce qu'on appelle des puits écologiques, et c'est plutôt une catastrophe. Je vais donner un truc tout con. Ici, par exemple, j'ai vu qu'ils ont installé, il me semble, je me trompe peut-être, mais un nichoir à chouette-chevêche. L'idée est bonne. Mais ici, on n'est pas dans le territoire de la chevêche, on est dans celui de la hulotte, parce qu'on est entre deux versants boisés. La chevêche, elle est juste de l'autre côté du village, et elle est juste au-dessus du bois là-bas, enfin pour ceux qui connaissent la région. Attirer la chevêche ici, c'est pas compliqué, s'il y a encore des populations dans le coin, et il y en a, mais on risque de créer un piège, parce que la hulotte la prédate. Donc moi, j'ai fait une partie de mon mémoire sur la chevêche, et j'ai eu l'occasion d'observer 3 attaques de jeunes chevêches par des hulottes, simplement en baladant en vélo. Donc vous imaginez, à me tirer la chevêche ici, voilà. D'autant plus que l'idée en attirant la chevêche ici, j'imagine, était de lutter contre les rongeurs. Or, la chevêche, elle est principalement opportuniste. Les rongeurs, ça entre dans son menu, mais en fonction des saisons de l'année et des populations, ça va surtout bouffer de l'insecte et du ver. Et du coup, porter atteinte aux rongeurs ici avec une chevêche qui va par ailleurs se faire bouffer par la hulotte, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc ça, c'est vraiment important de voir, ok, on m'a parlé de la chevêche, est-ce que c'est intéressant chez moi? Pour y répondre, vous devez connaître le cycle de vie des campagnols, le cycle de vie de la chevêche, de ses prédateurs, et puis après vous posez la question si oui ou non c'est pertinent. Cet exercice, vous devez le faire pour tous les ravageurs et tous les auxiliaires. Bah oui, sinon... c'est marrant, c'est drôle de le faire dire sa vie, c'est gai. Alors, j'avais arrêté avec ce slide-là, mais en verger haute tige, nous, on conseille l'installation de 7 à 10 nichoirs par hectare. Attention, la plupart des gens, généralement, s'arrêtent à ça et ils vont acheter, ou ils me commandent 7 à 10 nichoirs et ils les installent. Il faut encore que le verger, il ait la capacité d'offrir une ressource à autant de jeunes là-dedans. Donc là, je parle bien d'un verger haute tige productif, donc de plus de 35 à 50 ans. Ça veut dire qu'un verger haute tige qui vient d'être planté, mettez éventuellement quelques nichoirs pour vous faire plaisir dans les alentours, mais surtout, attendez et allez-y progressivement, de manière à ne voir jamais un déficit en ressources avec des individus qui ont été attirés dans les nichoirs. Je vais revenir sur cette notion-là et ou sur lequel vous feriez de la compétition intra- et interspécifique. Il faut savoir qu'au niveau des mésanges, c'est assez magique. Vous mettez une mésange à côté, vous la mettez dans un environnement où il y a plein de cavités dans les arbres, mais vraiment plein, des hôtels 3 étoiles, et vous mettez un nichoir avec un trou rond. La forme du trou est importante. S'il est carré, ça ne marche plus. C'est pas une blague. C'est ce qu'on appelle en éthologie un hyperstimuli. La mésange va délaisser les cavités naturelles pour aller dans l'hôtel 3 étoiles, enfin 4 étoiles, puisque les 3 étoiles, c'était les cavités naturelles, pour aller dans le nichoir. Ça veut dire que vous pouvez attirer un excédent de mésanges dans votre verger en mettant trop de nichoirs, c'est pas un problème. En plus, aux mésanges, il y a plein de chenilles. Oui, mais quand arrive fin juin, le nombre de chenilles diminue. Et on est parfois en seconde nichée, les jeunes sont en train de se disperser, et là, on peut avoir des problèmes de surpopulation. C'est dommage d'en arriver à ça. Donc, c'est vraiment le nombre de nichoirs, quand on cite ça, c'est 2 à 4 nichoirs avec un trou de 28 mm, 3 à 4 avec un trou de 32 pour attirer des espèces différentes et limiter les phénomènes de compétition interspécifiques, et 2 nichoirs semi-ouverts qui vont attirer d'autres espèces. Et ça, c'est vraiment en moyenne. Uniquement si le verger a bien poussé. Si c'est un jeune verger, il ne faut pas mettre plus de 1 ou 2 par hectare. Et vous attendez 7-8 ans, et vous en remettez 2, et vous faites un suivi. Est-ce qu'ils ont tous été occupés? Est-ce que les jeunes sont sortis? Donc ça, il faut baguer pour ça. Etc., etc. Ça ne sert à rien d'aller taper parce que je vous ai dit aujourd'hui qu'il fallait mettre ça à un nichoir, d'aller mettre ça. Ça, je le vois trop souvent. Ça, c'est vraiment contre-productif. C'est coûteux, déjà, et ça sert à rien. J'ai dit que j'arrêtais là, mais je vais arrêter là. Sinon...